Salut, c'est Franck Taluto. Pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose de passer un moment avec Léo Pétro, un des cadres actuels de l'AS Saint-Etienne. Il nous raconte son parcours et notamment les 3 années qui ont séparé son départ du club et son retour en 2022. 3 années qui l'ont forgé, qui lui font savourer encore davantage ce qu'il vit aujourd'hui et le poussent à faire plus pour que ça dure. Le Souterrain numéro 44, ça commence maintenant. Salut Léo. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Etra. On se voit début janvier, alors la question elle est traditionnelle, tu pouvais peut-être t'y attendre, c'est meilleurs vœux, une bonne année, une bonne santé, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le plan du foot et puis au niveau plus personnel? Merci déjà pour cette bonne année à vous aussi. La santé aussi, c'est le plus important. Sur le plan du foot, forcément c'est des très bons résultats. Alors forcément, j'ai dit la santé, donc déjà une très bonne santé, en essayant qu'il y ait le moins de blessures possible et que tous les petits pépins que je peux avoir partent, on va dire. Mais après voilà, au niveau du foot, c'est vraiment les résultats avec le contenu qu'on va y mettre forcément, mais c'est en lien avec ce qu'on va mettre sur le terrain et en espérant réaliser nos objectifs. Essayer d'être dans les wagons des 5 premiers et puis jouer la montée. Et après, personnellement, le plus important, c'est la santé, que ce soit pour moi ou mes proches. Et après, le reste, on va dire que c'est moins important. Quelle aurait été ta réponse si je t'avais posé cette même question des vœux et des souhaits pour la nouvelle année, le 1er janvier 2020? Je m'explique rapidement pour les gens qui nous écoutent. Toi, à l'époque, tu jouais à Andrézieux, après n'avoir pas été conservé ici à l'issue de ton premier contrat pro d'1 an. Par rapport à la situation qui était la tienne à l'époque, qu'est-ce que tu aurais répondu à cette question? 1er janvier 2020, j'étais à Andrézieux exactement. Il n'y avait pas encore le Covid, puisqu'il arrive en mars. C'est vrai. Donc on était en plein championnat à l'époque. Et si je me trompe pas, on jouait le maintien avec Andrézieux en National 2 à l'époque. Donc j'aurais demandé forcément à ce que dans un premier temps on se maintienne au niveau du club, parce qu'on était dans une période un petit peu compliquée. Et puis après, c'est vrai que si j'avais voulu deviner que j'ai le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, ça aurait été dur à deviner forcément, mais voilà, en tout cas j'ai toujours tout fait pour et mis en place pour avoir ce destin-là, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a souri, donc je suis très content. On va revenir sur tout ça, si on peut reprendre à la base. Donc tu signes un premier contrat pro, je crois, en 2018, d'un an. Ouais. Comment est-ce que tu apprends? Qui te dit que ça ira malheureusement pas plus loin? Il me semble que c'est aux alentours d'avril 2019, donc à peine un an après avoir signé mon contrat. C'est à peu près à ce moment-là où, quand on est jeune, on fait des premiers bilans pour l'année prochaine. Alors qui c'est qui me l'apprend, je sais plus. Je sais qu'à l'époque c'était le coach Batles qui était coach de la réserve. Donc je dirais que ça devait être lui, ou alors forcément le directeur du centre, je me rappelle plus sincèrement. Après, je savais aussi qu'on était sur une fin de cycle, que ce soit des joueurs comme moi, Dylan Chambos qui était avec moi aussi à l'époque, même s'il reste un an de contrat, Michael Panos, il y avait Théo Vermeau aussi de ma génération, Hugo Rousset. Enfin voilà, on était un bon paquet à avoir fait 3-4 ans en réserve, et on avait entre guillemets fait le tour. On arrivait où on était un peu les plus anciens, et on encadrait aussi les plus jeunes qui montaient avec Wesley Fofana, William Saliba, Madi Camara, enfin j'en passe. Donc on était sur une fin de cycle, donc je m'y attendais un petit peu aussi, on va dire. Puis comme j'ai dit, il y avait 2 joueurs à mon poste qui maintenant on connaît leur carrière. 2 phénomènes, ouais. Voilà, exactement, 2 phénomènes. Donc avec le recul, c'est logique, qu'il y ait une fin de cycle et qu'on mise sur ces jeunes-là aussi. Donc de mon côté, forcément, il y avait de la déception parce que Saint-Etienne, j'ai été supporter depuis tout petit, j'ai toujours baigné là-dedans, et puis de pouvoir intégrer le centre de formation en 2012, pour moi c'était quelque chose d'incroyable, on va dire. Et après j'ai fait 7 ans
J'ai fait toutes les classes jusqu'en réserve, donc forcément de la déception, mais voilà, pour moi mon parcours s'arrêtait pas là. J'étais, comme j'ai dit, dans une fin de cycle avec Saint-Étienne, mais je devais trouver de nouveaux horizons et voilà, j'avais hâte en tout cas de savoir où j'allais atterrir à l'époque. T'as été ni le premier, ni tu seras le dernier à emprunter la passerelle entre Saint-Étienne et Andrézieux. C'est eux qui viennent te chercher, c'est toi qui fais la démarche peut-être pour te remettre en route. Comment ça se passe à ce moment-là? Et ben en fait, à la fin de mon contrat avec Saint-Étienne, je sais qu'Andrézieux venait souvent me voir et discutait souvent avec mon père. Et ils étaient intéressés par moi. Mais à ce moment-là, j'avais quelques clubs de national qui étaient intéressés par moi. D'accord. Donc ça a mis un petit peu du temps. Et puis entre-temps, je suis aussi allé faire des essais au Red Star en national à l'époque et à Boulogne-sur-Mer en national aussi, qui n'ont pas été concluants. J'ai fait à peu près une semaine dans chaque club. Et puis à l'issue de ces 2 essais, forcément, je cherchais toujours un club. Et puis il y avait des pistes qui se réduisaient puisque chaque équipe fait son recrutement aussi à ce moment-là. Et Andrézieux était toujours là, donc ça me permettait aussi de rester dans la région, de jouer en National 2. Andrézieux sortait d'un beau championnat puisqu'ils avaient fini 3e, il me semble, et ils avaient fait le parcours en Coupe de France en éliminant Marseille, donc c'était très attractif pour moi. Et donc j'ai signé à Andrézieux à ce moment-là. C'était en juillet ou août 2019. Tu arrives dans quel état d'esprit? C'est le bon compromis entre pas complètement bouger, avoir un niveau encore intéressant, être pas loin non plus du niveau pro, en étant, je sais pas, c'est toi qui me diras, le verre à moitié plein ou à moitié vide, semi-pro ou semi-amateur finalement? Déjà pour répondre à cette question-là, pour moi je me suis toujours considéré comme étant pro, même si j'avais pas le statut bien évidemment, mais en jouant à Andrézieux dans un club amateur parce que on s'entraînait tous les jours, tous les matins, on avait tous les mercredis un ostéo, les docteurs sur place, on avait des kinés, on était vraiment, enfin en tout cas on avait vraiment puis Andrézieux a des très bonnes infrastructures pour la National 2 aussi. Donc je me suis toujours considéré comme quelqu'un de pro, en tout cas dans ma préparation, dans mon hydratation, mon alimentation, etc. À ce niveau-là, même si évidemment j'avais pas un contrat pro. Mais en tout cas j'arrive à Andrézieux déterminé, peut-être revanchard aussi vu que je suis sur deux périodes d'essai qui n'ont pas été concluantes. Donc je pense que je l'ai en tête aussi à ce moment-là. Et puis reconnaissant aussi envers Andrézieux parce que en arrivant fin juillet, début août et en n'ayant pas de club, forcément, on a peur aussi de pas avoir de club ou de devoir redescendre de niveau. Et à ce moment-là, je peux rester en N2 qui est un très bon niveau et qui l'est toujours d'ailleurs. C'est un championnat très difficile. Donc je suis très content. Enfin, à ce moment-là, j'étais très content de pouvoir signer là-bas. Après, forcément, j'y allais pas non plus pour entre guillemets pour vouloir faire toute ma carrière là-bas. J'avais des objectifs. Et puis finalement j'ai fait 2 ans là-bas. Malheureusement j'ai fait les 2 années du Covid qui ont été un peu tronquées parce qu'on n'a pas pu finir les championnats, notamment le premier où on avait quand même été allé jusqu'à mars, et le deuxième on a fait je crois 7 ou 8 matchs en octobre, c'était fini. Donc voilà, mais en tout cas je garde des très bons souvenirs d'Andrézieux. Ouais. J'avais pas forcément prévu de te poser cette question, mais sur le Covid, on avait vu les clubs pro comme ici à Saint-Étienne où c'était très organisé avec des vestiaires différents, des jeux sans contact, etc. Au niveau semi-pro ou semi-amateur, encore une fois, comment ça s'était passé pour vous, Andrézieux? Est-ce que tout était coupé ou vous aviez pu garder un peu d'activité quand même? Et ben nous en fait, alors il y a eu la grosse coupure sur le premier Covid en mars où là ça s'est passé comme tout le monde. Et puis après on a pu reprendre l'entraînement avec notre préparation physique en juillet. Juillet-août, on a fait notre préparation physique. En août, on reprend le championnat comme normalement. Alors forcément avec des restrictions où je crois que c'était 2 jours avant le match, on devait se tester. Et ceux qui étaient négatifs pouvaient jouer. Ceux qui étaient positifs, malheureusement, ne pouvaient pas jouer. Après, oui, il y avait le port du masque. Il y avait pas mal de restrictions aussi. Alors nous, on n'avait qu'un vestiaire, donc on était tous dans le même vestiaire. Il y avait peut-être pas autant de restrictions que au niveau des infrastructures comme pouvaient le faire certains clubs pro. Nous on devait aussi s'adapter à ça, mais il y avait quand même pas mal de restrictions. Et puis on fait septembre-octobre, 2 mois de championnat, et puis en octobre on nous dit que les clubs amateurs on doit s'arrêter parce que il y a encore une vague je sais plus si c'était la 3e à l'époque, ou il y a encore une vague du Covid, mais le problème c'est qu'on nous dit que ça peut reprendre, qu'il faut rester prêt, donc nous on continue de s'entraîner pendant 2 mois jusqu'à Noël.
On n'a pas de nouvelles, donc on arrive en janvier, et forcément en janvier il y a la Coupe de France. Et sauf que nous, les clubs, on va dire semi-pro, c'est aussi des choses importantes pour nous parce que ça nous permet de nous montrer, ça nous permet de faire des parcours, et puis pour les clubs financièrement, ça leur permet aussi de faire des recettes. Donc ils avaient ils avaient modifié sur cette année-là en Coupe de France les tirages, ils avaient fait un côté amateur, je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais on avait pu jouer la Coupe de France, donc c'était le seul, on va dire le seul championnat qu'on pouvait jouer, la compétition qu'on pouvait jouer. Et on continue de s'entraîner, on a fait 2 tours de Coupe de France, il me semble qu'on élimine Villefranche 4-0 chez nous avec Andrézieux, une équipe de nationale. Et puis après, on va à Chamalières en National 2 et on perd au penalty. Donc, et puis après, ça, je crois que c'était février à peu près. Et puis après, pendant jusqu'à mai, on a fait que des entraînements et on savait qu'on reprendrait pas. Mais après, là, c'est vrai que c'est des périodes compliquées. Je me rappelle, j'ai des souvenirs, mais bon, avec du recul, j'en garde maintenant des bons souvenirs. Mais on était tous un peu sur les nerfs à l'entraînement parce que on savait que on avait cette frustration de ne pas avoir le match le week-end et de s'entraîner pas pour rien, mais voilà, c'était frustrant pour nous. Après, ça nous a permis de travailler aussi différemment sur certains aspects, mais de pas avoir la compétition pour un footballeur, c'est ce qu'il y a de plus regrettable. Donc c'était tendu. Et puis en mai, je me rappelle, on est parti en vacances et cette saison, enfin ces 2 saisons un peu spéciales se sont terminées comme ça, mais de faire que s'entraîner et de pas pouvoir jouer, c'est vrai que c'était regrettable. C'était une situation collective, même si ça nous paraît loin, mais qui était déjà pas facile. Toi, à titre individuel, tu étais un peu un âge charnière aussi, est-ce que 23, 24 ans, ça Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 97, donc en 2020-2021, j'allais sur mes 24 ans sur la 2e année du Covid. Est-ce que tu as eu peur à un moment que cette situation te fasse que le train ne passe plus pour toi ? Ouais, bien sûr, puisque comme j'ai dit, j'allais à Andrézieux, j'étais à Andrézieux, j'étais très content d'y être, puisqu'en plus j'étais capitaine et je suis très reconnaissant envers ce club, dont le président c'est François Clerc qui est passé par ici aussi d'ailleurs. Mais j'avais pour objectif de jouer plus haut. Alors ça peut être double objectif en montant avec son club. En plus, moi en étant de la région, ça aurait pu être top puisque j'aurais pu jouer en national avec Andrézieux. C'était aussi l'objectif, et c'est toujours d'ailleurs l'objectif du club. Ou alors de me faire repérer et d'aller plus haut. Donc forcément à titre individuel, même si je faisais que m'entraîner et que j'avais pas les matchs pour me faire repérer, je sais que je travaillais pour moi et comme je l'ai dit, ça a permis aussi de travailler un petit peu différemment d'autres aspects, faire un petit peu plus de muscu par exemple, où on sait que même si on va s'alourdir, il n'y a pas de match le week-end, etc. Mais forcément on doute à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est des moments un petit peu difficiles, on va dire. Mais je me suis toujours accroché et j'ai toujours travaillé. Et puis après, c'est à ce moment-là où Lorient arrive. Et là, je me dis que c'est peut-être la dernière chance. Ah oui, t'avais ce sentiment vraiment de... À 24 ans, je venais d'avoir 24 ans, ouais. Lorient me contacte et je me dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre forcément... j'avais encore 1 an de contrat à l'époque avec Andrézieux pour tout vous dire. Il a fallu trouver une solution à ce niveau-là aussi. Et j'étais encore une fois reconnaissant envers Andrézieux parce qu'il m'avait ouvert les portes. À un moment donné où malheureusement il n'y avait pas grand monde qui voulait de moi, si on peut dire ça comme ça. Donc je voulais faire les choses bien avec ce club-là aussi. Mais j'avais envie de partir parce que je me suis dit il faut que je tente quelque chose. Leur équipe réserve joue en N2 au même niveau qu'Andrézieux et leur équipe pro joue en Ligue 1. Si je peux arriver à m'entraîner avec les pros, si je peux arriver à avoir du temps de jeu, on sait jamais, ou faire des matchs amicaux, me faire repérer, ça peut être aussi une bonne passerelle pour après. Pas forcément si je restais à Lorient, mais si je pouvais partir après aussi de Lorient. Et je me suis dit là, faut que je tente quelque chose, quoi. Et comment se fait la connexion entre Andrézieux et Lorient, puisque tu l'as dit, il y avait pas ou peu de matchs à ce moment-là. Est-ce que tu as un agent qui en fait, à l'époque, c'était quelqu'un qui travaillait au club d'Andrézieux qui me dit il y a Lorient qui s'intéresse à toi. Et je me rappelle aussi, il y a le coach de la réserve, Razik Neder, qui m'envoie un message et qui me dit il y a Lorient sur toi. J'ai dit que des bonnes choses sur toi. Puisque c'était le coach Lebris qui connaissait Razik Neder. Je sais pas s'ils ont été sur la même année de formation, mais en tout cas ils étaient en contact. Ils sont renseignés et le coach a dit que du bien de moi et je le remercie d'ailleurs, je l'avais déjà remercié à l'époque. Mais voilà, et donc j'ai ces infos-là, je dis ok, on va voir, mais pour l'instant moi j'ai eu aucun appel. Et puis je me rappelle, c'est le Aziz qui m'appelle, le recruteur du FC Lorient,
de la réserve. Et puis là, il me parle, il m'explique qu'il a pris des infos à droite à gauche, que ils sont intéressés par moi, que forcément dans un premier temps c'est pour intégrer la réserve, mais qu'il y a des passerelles parce que chez les pros avec le coach Pellissier, ils jouent à 3 défenseurs centraux. Ils avaient aussi économiquement avec le Covid, c'était aussi compliqué, donc ils pouvaient pas non plus se permettre d'avoir 6 défenseurs centraux, et donc il y avait aussi une 5e place à aller chercher à l'époque. Donc il m'expose un petit peu le projet, et sur le coup moi en fait au début c'est vrai que j'ai un peu peur d'y aller et d'encadrer les jeunes de la réserve et de me dire même si je suis performant, s'il y a quelqu'un qui a 4 ou 5 ans de moins que moi et qui forcément a peut-être pas une valeur marchande à l'époque, mais un peu plus qui a 4 ou 5 ans de du potentiel. De potentiel, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et même si peut-être que à l'instant T je suis plus performant que lui, ils vont voir pour l'avenir et ils vont peut-être le faire monter lui en pro s'il y a... Donc j'étais vachement réticent à ce niveau-là. Et puis on a beaucoup discuté avec Aziz le recruteur, Florian aussi qui était recruteur, et puis Régis Lebris qui est maintenant entraîneur de l'équipe 1 du FC Lorient. On a fait des visios puisque à l'époque pour se voir c'était un petit peu compliqué. Et puis en juin quand j'ai été en vacances où ils avaient un petit peu réouvert, notamment avec le Covid, ils sont venus me voir quand j'étais en vacances dans le sud, ils s'étaient déplacés, on avait mangé ensemble, donc on avait encore discuté et ils voulaient me faire un contrat pro, moi je retrouvais le statut pro, je retrouvais des infrastructures pro aussi, même si je l'ai dit à Andrézieux, il y avait des très bonnes infrastructures, mais Lorient on peut pas comparer. Et puis ils m'ont expliqué aussi que c'est un club qui fait beaucoup de post-formation, que ce soit moi, que ce soit Pierre-Yves Hamel à l'époque aussi, ou ce sont des joueurs qui vont récupérer en fin de formation, on va dire. Ça peut être 22, 23, moi j'avais 24 ans à l'époque, et qui les font intégrer leur équipe réserve, donc forcément ça les aide aussi puisqu'on encadre dans un premier temps leurs plus jeunes, puisque je me rappelle on jouait avec des joueurs de 17 ans, 18 ans, donc c'était vraiment très jeune. Et puis ils me disent que pour eux il y a des passerelles, puisque déjà tout joueur peut progresser à n'importe quel âge, en ayant 24 ans, en ayant 30 ans, et ça c'est la vérité. Donc ils m'ont aussi parlé de progression individuelle, et ça m'a vraiment plu. Et après le coach Lebris m'a montré ses méthodes, il travaille avec beaucoup de vidéos, il a un côté vachement précurseur que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit, et puis on partait sur un contrat de 2 ans pro aussi. Donc on va dire que même si je partais loin avec ma femme, qu'il a fallu convaincre aussi d'ailleurs, je partais aussi pour 2 ans, je partais pas que pour 1 an, et donc je me suis dit allez, là faut qu'on y aille. Et puis j'ai appelé le président François Clerc, je lui ai expliqué, il a tout de suite compris, il a dit que pour lui c'était aussi logique, qu'il voulait absolument pas me bloquer. On a trouvé une solution, ils ont trouvé une solution entre clubs, et puis j'ai pu signer à Lorient après. Ça a été finalement assez vite, puisque je crois que tu as cumulé une 20aine de titularisations en Ligue 1. Et presque de manière surprenante, tu es revenu ici, mais en Ligue 2 l'année d'après. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance entre ces deux projets ? Il me reste 1 an de contrat à ce moment-là, parce que j'avais toujours pas prolongé durant la saison. Et puis Lorient veut me prolonger, donc on discute, etc. Et puis très rapidement, je sais que le coach Batles veut me faire revenir avec la direction, et que ce soit Loïc Perrin, et à partir du moment où j'ai su que Saint-Etienne était sur moi, après le cœur a parlé, même en ayant 1 an de contrat, même en ayant une possible prolongation, même en Ligue 1 à Lorient, moi je voulais que Saint-Etienne, après c'était sûr dans ma tête. Les épreuves que tu as traversées, maintenant aujourd'hui il s'est passé 1 an et demi, tu es devenu un cadre de l'équipe. Est-ce que quand tu te retournes sur ce chemin, tu savoures encore plus ton quotidien actuel ? Ouais, des fois le temps passe très vite, parce que tout à l'heure je te parlais du Covid. Il y a des choses, alors que c'était il y a 2-3 ans, et ça a été des faits marquants, mais je me rappelle même plus de comment ça se passait pendant le Covid dans le vestiaire, etc. Et là c'est un petit peu pareil de me dire c'est ma 3e saison en professionnel. J'ai l'impression que c'est mon premier match à Bollaert avec Lorient, c'était limitière, donc c'est vrai que ça passe très vite, et on l'a dit d'ailleurs, une carrière ça passe très vite aussi, donc il faut savoir profiter mais travailler aussi. Et c'est vrai que des moments où je me pose un peu chez moi, je m'assois et je me dis quand même, déjà tu peux être fier de toi forcément parce que t'as jamais lâché et ça a payé, mais après très vite je me dis qu'il faut que j'en fasse encore plus, parce que je sais comment ça a été dur déjà.
Et je sais que maintenant je veux plus sortir du milieu pro, donc c'est à moi de tout faire pour y rester. Et je sais que j'ai réussi à y rentrer, donc si ça tient qu'à moi, à moi de tout faire pour pas en sortir, on va dire. Tu disais tout à l'heure que tu étais supporter depuis tout petit du club. Tu as joué aussi à Lorient dans un environnement dont tu étais, on va dire, détaché, sans que ce soit péjoratif. Jouer chez soi pour le club qu'on a supporté tout petit, est-ce que ça fait vraiment quelque chose de différent quand on porte ce maillot-là ? Ouais, c'est spécial. Après, en fait, c'est spécial, mais après, c'est un maillot que j'ai porté pendant 7 ans, même si c'était en jeune et c'est pas comparable. Mais c'est spécial, ouais, parce qu'en fait, c'est comme un rêve, quoi. En fait, quand on allait, moi, quand j'allais à Geoffroy Guichard avec mon frère et mon père ou même mon grand-père, si je me disais, mais la chance qu'ils ont, je me dis, enfin, pour moi, c'était impossible d'être à leur place sur le terrain, et même si je l'ai toujours rêvé, j'en ai toujours voulu, hein, forcément, après, en plus, en rentrant au centre. Mais ouais, c'est des fois, on n'arrive pas, enfin, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on réalise pas forcément, donc forcément, ça nous donne encore plus envie de nous défoncer sur le terrain et d'y rester, quoi, parce qu'on sait la chance moi, c'est la chance que j'ai d'être dans ce club. Ça, c'est le bon côté. J'imagine aussi que dans la rue, la famille, les amis, tout le monde a un lien ici en général avec le foot, donc on doit t'en parler très souvent, et même quand ça tourne pas forcément rond. Est-ce que c'est facile de couper, de se sortir de ce quotidien foot ? C'est dur, ouais, franchement, c'est dur. Après, ma famille me connaissent, ils savent que quand il y a des moments difficiles, on en parle forcément, parce qu'il faut en parler. Mais on essaye de pas non plus toujours remuer le couteau dans la plaie, pardon. Mais après ouais, il y a peut-être plus de pression aussi, vu que je suis d'ici, on a plus de pression parce qu'on a envie de tout faire bien, on va dire. On n'a pas envie de décevoir aussi, donc on va dire il y a double pression, mais après voilà, faut la pression quand on est sportif de haut niveau, footballeur professionnel, et encore plus à Saint-Étienne, on l'a, donc il faut juste savoir la gérer, et il faut savoir prendre du recul. Et après, je pense que tant qu'on travaille et qu'on croit en soi, après, je pense que ça normalement ça le fait, il y a pas de problème. Que ce soit en tant que supporter, en tant que membre du centre de formation à aller voir les matchs en tribune, ou même en tant que jeune quand tu avais pu t'entraîner avec les pros, est-ce que tu as eu des modèles de défenseurs stéphanois notamment ou autres ? Bah forcément Loïc Perrin, quand je montais en pro, ouais, il y était encore quand j'étais en jeune. Forcément par sa longévité, par la carrière qu'il a fait, par le capitaine qu'il était, et puis le joueur aussi qu'il était, donc forcément Loïc Perrin. Après, je dirais aussi au niveau du professionnalisme, Mathieu Debuchy. C'est quelqu'un qui était très très professionnel et qui a réussi à faire. Il a arrêté sa carrière d'ailleurs l'année dernière contre nous, Geoffroy Guichard avec Valenciennes. Mais ouais, c'est à Saint-Étienne. Je dirais que c'est des modèles. En plus, après, c'est des défenseurs aussi, donc forcément, je m'y retrouve. Mais c'est ce genre de modèle, ouais, que j'aime bien. Ouais. Puis ça reste aussi des gens simples. Je trouve que c'est un peu similaire à comme moi je suis au niveau de la personnalité, donc j'aime bien ces deux genres. Ouais. Est-ce que tu es consommateur, toi, de foot à la télé ou pas spécialement ? Ouais, beaucoup, ouais, je regarde beaucoup. Ouais. Est-ce que tu arrives à regarder encore avec un œil loisir ? Ou forcément, il y a toujours un petit truc qui travaille à piquer des choses chez les uns chez les autres. Ouais, loisir, c'est dur. Il y a toujours regarder. Après, forcément, je vais parler de la Ligue des Champions, mais que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1 ou même l'Angleterre, je regarde pas mal. L'Italie aussi. Hier, j'ai regardé la Roma, par exemple. J'aime bien. Ouais, forcément, on compare. On essaye de voir comment jouent certains joueurs, comment ils défendent. Enfin, pour parler à mon poste. Comment ils défendent, comment ils relancent, comment ils gèrent certaines situations. Ouais, c'est dur de décrocher, de le regarder en tant que supporter. Sauf je dirais les grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde par exemple, d'accord. Ou l'Euro par exemple, où là, en plus c'est l'été, c'est notre période où on est en vacances, souvent c'est en juin. Donc là, on va dire qu'on arrive. Enfin, moi personnellement, j'arrive un peu plus à déconnecter. On va le voir en famille ou chez un copain ou dans un bar s'il y a du monde. Donc on le regarde plus d'un œil supporter, un petit peu plus loin. La télé est plus petite, on va dire, c'est différent. Ça ouais, je dirais que c'est plus côté supporter. Mais sinon, quand je suis à la maison la semaine, ouais, ou même le week-end, c'est plus. Il y a toujours ce côté où on essaye d'apprendre des choses, quoi.
Et justement, si tu regardes et que tu as eu des exemples, des bons exemples ici, qu'est-ce qui pour toi fait un bon défenseur? Bah forcément, un bon défenseur, il doit être bon dans le duel déjà, puisque on est là pour défendre. Il doit être bon dans l'anticipation. Il doit avoir une bonne qualité de relance. Il doit être bon dans la communication. Il doit être bon aussi dans driver ses partenaires aussi, leur donner des infos, savoir où sont les adversaires, comment ils peuvent défendre, s'entraider en fait, parce que ce soit les partenaires de la ligne défensive, mais aussi l'équipe en général, puisqu'on à ce poste-là on voit tout ce qui se passe dans leur dos à eux. Donc on doit mettre beaucoup de communication et être fort dans le 1 contre 1. Voilà. Maintenant, après, on sait aussi que les attaquants vont très vite, donc il faut aussi avoir un petit peu des qualités de vitesse ou de placement. Mais ouais, je pense que c'est tout ça qui fait un bon défenseur. Et puis une grosse mentalité aussi, forcément. Et justement, j'allais te parler de cet amour, entre guillemets, du duel, parce qu'il y a plusieurs types de joueurs au-delà du style, mais il y en a qui aiment beaucoup avoir le ballon, relancer. Il y en a d'autres qui aiment clairement aller au duel avec l'attaquant, quitte à parler aussi. Toi, tu te mettrais dans quelle catégorie? Alors moi, j'aime bien le duel, j'aime bien tacler, on le sait aussi. Mais par contre, je suis pas dans le style où, enfin, je suis pas quelqu'un qui parle sur le terrain, que ce soit avec les adversaires pour les chambrer ou pour leur faire sortir de leur match. Ou je suis comme un peu dans la vie, je suis à ce niveau-là, je suis plus dans ma bulle, concentré sur ce que j'ai à faire. Après, par contre, je suis quelqu'un qui parle beaucoup à mes coéquipiers pour essayer de leur donner des infos, les aider, pour qu'on s'entraide, qu'on sente qu'il y a une certaine énergie, une certaine cohésion, une envie de se donner les uns pour les autres. Et puis ça s'aide aussi de se donner des infos, parce que sur le terrain, on peut pas toujours se retourner, etc. Donc faut parler aux coéquipiers pour qu'ils sachent ce qu'il y a dans son dos, on va dire. Après forcément les relances, j'aime bien aussi les relances, mais c'est vrai que pour moi on est avant tout défenseur, donc ouais, le duel, je dirais. Les infos, tu peux en prendre aussi sur tes adversaires, parce qu'il y a beaucoup d'outils maintenant entre la data, la vidéo. Est-ce que toi, tu prépares avant tel match de regarder un peu ce que font les joueurs qui peuvent se retrouver dans ta zone? Ouais, on a pas mal les analyses vidéo, et puis le staff prépare très bien les matchs. On a toutes les vidéos des adversaires qu'on va affronter individuellement, collectivement aussi. Donc ouais, on le regarde. Après, j'essaye surtout de regarder je regarde pas forcément toutes les vidéos mais j'essaye surtout de regarder le profil. Est-ce qu'il est gaucher, est-ce qu'il va préférer rentrer sur son pied gauche, est-ce que c'est plus quelqu'un de vitesse, est-ce que c'est plus quelqu'un qui aime se mettre entre les lignes, ou quelqu'un pour voir les grosses qualités premières, pour savoir à qui je vais avoir affaire, on va dire. Et après, je regarde pas forcément toutes les vidéos parce que je suis concentré sur moi aussi. Mais oui, il faut savoir aussi quelles sont les qualités et les faiblesses de l'adversaire. Ça, c'est pour l'avant-match. Oui. Est-ce que après tu regardes que ce soit les notes par exemple de l'équipe, éventuellement les commentaires quand tu publies quelque chose, est-ce que tu jettes un œil? Alors moi le niveau des réseaux, Facebook je l'ai, mais je suis pas trop actif, franchement. C'est mon ancien compte, etc. J'y vais toujours, mais je publie plus grand chose, on va dire. Par contre, j'ai Insta, j'ai pas Twitter, mais j'ai Insta. C'est moi qui le gère, donc ouais, j'aime bien mettre des photos, mais c'est que du foot, moi, ce que je mets pas, j'aime pas trop partager ma vie privée, que ce soit ma femme ou ma fille. J'aime pas trop mettre ça sur les réseaux, déjà. Je préfère garder certaines choses pour moi, donc c'est pour ça que je publie que du foot. Et puis de toute façon, ce que je publie, les gens ils peuvent le retrouver sur internet, donc au final voilà. Mais j'aime bien, ouais. En plus c'est Saint-Etienne maintenant, donc j'aime bien mettre des photos des photos vertes, on va dire. Mais après, tout ce qui est critique, notes, sincèrement je vais pas trop y voir. Après forcément on m'en parle parce que mes parents ils achètent le journal tous les jours, mes grands-parents, enfin toute ma famille, donc forcément des fois on m'en parle. Après les notes, comme j'ai toujours dit, ça reste propre à la personne qui note, chacun. Et puis moi je sais que j'ai assez de recul pour savoir si j'ai fait un bon match, si j'ai pas fait un bon match, si sur certaines actions je peux faire mieux, etc. Donc après forcément c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, mais celui à qui on doit des comptes, on va dire, c'est au coach. Donc, ouais. Tu parles d'avis extérieur, est-ce que tu as une personne en particulier? Alors, je sais que ton frère joue aussi à bon niveau. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu débriefes? Victor Lobry, il me disait, lui, que c'était avec son père et que c'était pas toujours rose, justement, parce qu'il était assez exigeant. Ok. Moi, mon frère, ouais, joue en R1 Monistrol, mais c'est pas du tout quelqu'un qui
avec qui alors qu'on joue le même poste, enfin il joue défenseur central. Mais c'est pas du tout avec quelqu'un avec qui on va débriefer nos matchs, parler de. Il est pas du tout comme ça, mon frère, et ça me va très bien d'ailleurs. Mais non, on n'est pas du tout sur des débriefings. On aime bien parler de foot, forcément. Il le regarde moins que moi quand même. Il est moins mordu, on va dire. Mais après, sinon, non. Mon père, il aime bien le foot aussi, forcément, mais il a pas, on va dire, il a pas une connaissance. Oui. Même s'il s'y connaît, il adore le foot, mais non. Non, après je peux en discuter par exemple avec Dylan Chambost, avec qui on est très proche. Théo Vermeau aussi, qui joue à Fréjus, le gardien. Qui était gardien, qui est gardien. Qui est gardien et qui a Fréjus Saint-Raphaël en National 2, avec qui je suis formé à Saint-Etienne, avec qui on est très proche aussi. Je dirais c'est les deux joueurs avec qui on peut débriefer et parler football. Après, comme j'ai dit, on doit des comptes au coach, donc s'il y a des choses que je comprends pas ou qui sont à revoir, je peux le voir avec lui ou avec le staff directement. Mais j'ai pas de vrais référents avec qui en parler. En tout cas, moi je sais que je regarde beaucoup mes matchs et forcément je m'autocritique, on va dire. Donc et moi aussi je suis assez sévère avec moi, donc j'ai pas besoin d'une personne extérieure, on va dire. Je dois te faire une confession, une confidence. Pour moi, tu étais plutôt un axial qui s'était installé sur le côté gauche. Finalement, j'ai vu que c'était plutôt ton poste de formation, même si tu as démarré plus haut en jeune. Comment sont passées ces années de formation ici à l'Etra ? En fait, pour tout retracer, Monistrol, moi jusqu'à mes 14 ans, je jouais ailier gauche. Après, c'était un niveau départemental aussi, donc c'est différent forcément, et puis j'étais jeune. Et puis après, je suis arrivé à l'Olympique de Saint-Etienne. J'ai fait qu'un an avant d'intégrer la SS, mais en arrivant, ils voulaient de moi, mais ils savaient pas trop où me mettre, on va dire, en U15 élite. Je me rappelle, le coach c'était Anthony Scozzari et Didier Montbrun. Et puis ils m'ont testé un petit peu 6, un petit peu arrière gauche, et puis au final ils m'ont mis dans l'axe et j'ai fait toute l'année dans l'axe. Puis c'est là où j'ai fait les sélections Rhône-Alpes, etc., où Saint-Etienne m'a recruté. Et puis en arrivant à Saint-Etienne, par contre, j'ai rebasculé arrière gauche, dès que je suis arrivé en U16, l'année où on est champion de France en U17 avec Gilles Rodriguez et Lionel Vaillant. Je joue arrière gauche toute la saison. Donc je crois que je fais 2 ou 3 saisons jusqu'en 19 arrière gauche. Et puis après, je rebascule dans l'axe avec le coach Batles sur ma formation à partir de 18 ans, 18 ans, et puis jusqu'à l'équipe réserve, et puis Andrézieux, Lorient aussi. Et puis là, c'est vrai que je suis rebasculé à gauche. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est un poste que j'ai joué 3 ans, que je connais aussi, qui demande d'autres efforts, qui demande d'autres qualités aussi. Donc il faut aussi s'adapter, il faut le retravailler parce que c'est différent d'axial ou d'axial gauche si on joue à 3. Mais ouais, ça se passe bien. Après c'est différent forcément des 17 ou des 19 nationaux parce que ça reste ça reste du foot d'enfants, on va dire, peut-être moins les 19 mais les 17 quand même. Donc c'est différent, il faut s'adapter, mais il faut le travailler aussi sur le terrain et on l'avait bien travaillé avec le prépa, donc pour l'instant ça commence à rentrer dans l'ordre, on va dire. Le titre de champion de France U17, ça a fait 10 ans. Ouais. On en avait parlé avec Elliot Gatier lors d'un épisode. Vous avez une sacrée génération quand même. Ouais. On avait Beaucoup sont devenus pros d'ailleurs. Ouais, on avait une sacrée génération. Déjà nos 2 ailiers, c'était Jonathan Mamba et Yann Saint-Maximin. Donc déjà, c'était ça place le niveau. Ouais, c'était pas mal. On avait Elliot qui jouait devant et on avait à l'époque qui était pour moi du niveau d'Alan et de Jonathan Mamba, c'était Alexandre Assaf qui jouait numéro 10 avec une sacrée patte gauche, qui joue avec mon frère maintenant d'ailleurs à Monistrol en R1. On avait une grosse génération, on avait le capitaine Guillaume Dauphin, au milieu on avait Kazim Sulji qui joue à Gaulle, on avait Alexis Gendouzi qui joue en Algérie maintenant, si je dis pas de bêtises. Il y avait Clément Cabaton qui est à Andrézieux, Joris Mendy qui est à Bourgoin, Nathan Descoquet qui est à... Il était à Bourg-en-Bresse. Je l'ai perdu, il a changé de club plusieurs fois, mais entre Ligue 2 et National 1. Ouais, voilà. Moi j'étais à gauche. Non, il y avait Dylan aussi, Chambost, il y avait d'autres joueurs et qui après forcément sont partis aux oubliettes parce que on peut pas tous réussir, mais on avait une sacrée génération, ouais. Ce moment-là, quand tu te retournes sur le chemin que tu as déjà accompli, ça fait partie des bons moments. Ouais, c'était un super moment, franchement. Je me rappelle, en plus la saison elle avait été longue parce qu'on avait moi c'était ma première en plus.
On avait commencé en juillet la prépa, on avait fini les playoffs, je crois que c'était début juin, et duré un an la saison. Enfin, la finale était début juin, donc ça fait durer à peu près un an. C'était super long, mais puis en plus cette année-là, en même temps, il y avait le lycée, donc il y a la pression aussi des études et du foot en même temps, donc double pression, c'est pas simple. Et puis quand on est jeune, on se cherche aussi, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Enfin, même si on veut devenir footballeur pro, mais on sait pas trop. La confiance en soi aussi, c'est difficile. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ouais, c'est des super souvenirs. Ouais. Si tu avais un mot à dire au petit Léo, je sais pas, de 10, 12 ans, sur ce qu'il attendait, ce qu'il allait pouvoir accomplir, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Qui peut être fier de lui déjà dans un premier temps. Je pense que s'il y a 10, 12 ans, je m'étais dit que je finirais footballeur professionnel et qu'à 26 ans, je jouerais à Saint-Etienne, je sais pas si j'aurais cru en tout cas. Même si dans un coin de ma tête, je sais que j'aurais tout fait pour réussir, on va dire. Mais après, ouais, je pense beaucoup de fierté et puis beaucoup de reconnaissance aussi, que ce soit tous les entraîneurs, les joueurs que j'ai pu connaître, même si c'est pas encore fini ma carrière, mais j'ai pu connaître depuis, et puis les clubs aussi. J'ai remercié pas mal Andrézieux, mais je sais que je peux aussi remercier Lorient, parce que c'est le club qui m'a aussi lancé. Je remercie aussi Saint-Etienne parce que c'est le club qui m'a fait revenir aussi, donc ouais, reconnaissant et puis de la fierté, mais après voilà, c'est au petit Léo, mais maintenant il y en a un autre, et puis voilà, on a des objectifs avec le club, donc on va travailler, on va beaucoup travailler pour y arriver. Qui est-ce que tu aimerais écouter à ce micro prochainement ? Comme joueur, comme ancien joueur, comme personnalité liée à Saint-Etienne ? Je vais dire Dylan. Chambost. Bon, l'invitation est lancée. Léo, en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de passer ce moment avec toi. Plaisir partagé. Et c'est parfait. Je suis ravi, je te souhaite une bonne deuxième partie de saison et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Léo pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour le partager autour de vous et le dire à Léo sur Instagram. Vous pouvez aussi continuer à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Venez aussi en discuter avec moi sur Facebook, Twitter et Instagram, ou m'écrire par mail à dessous-de-verre@gmail.com si vous préférez. Merci encore pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!